Qu'est-ce que représente la première image que j'ai choisie? C'est une planche, donc une gravure qui a presque 250 ans, qui a été faite en 1780 pour être publiée en 1786. Et elle représente, donc c'est quelque chose de particulièrement ancien, c'est une planche scientifique, elle représente des infusoires. Des infusoires, c'est, dans notre langage à nous, ce sont des microbes, ce sont des bestioles minuscules, microscopiques, qu'on ne voit pratiquement pas. Ça, c'est donc pour la planche en général. Il semble y avoir 4 espèces, 4 ou 5 espèces dans cette planche. Mais ce qui me frappe surtout dans cette planche, c'est la technique qui est utilisée on pourrait dire, pour faire croire que ces choses existent. Parce qu'en fait, on a ici une différence très forte entre l'image numéro 1, donc ce qui est noté numéro 1 à gauche de l'image, et les 3 images qui suivent. Dans l'image numéro 1, on a simplement des petits points, et c'est numéroté numéro 1. On a des petits points, et ces petits points, si on va voir la légende de l'image, eh bien, ils sont considérés comme les infusoires en taille naturelle, c'est-à-dire la taille que l'on verrait à l'œil nu. Et ensuite, les images qui sont à côté, les 3 images qui sont sur la même ligne, ce sont des images agrandies au microscope. Alors, dans certains cas, ils mettent les agrandissements. Là, ils ne les mettaient pas. C'est peut-être 80 à 100 fois, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas très important. Ce qui m'a intéressé, ce qui est fascinant dans cette image, c'est qu'on est à une époque où il y a très peu de gens qui croient que les choses invisibles existent. Les choses invisibles, au sens les objets, les matières, les corpuscules, les organismes invisibles. Alors, pour les faire exister, on utilise des techniques qui sont spécifiquement iconographiques. Et une de ces techniques, c'est de comparer la taille naturelle, la taille qu'on verrait à l'œil nu, donc tout le monde peut voir ces petits machins, ces petits objets, et ensuite, à côté de ça, le scientifique vient avec son microscope, il donne une image, il donne une représentation agrandie, et il y a un effet de réalité qui est très très fort, c'est que comme nous, on voit l'image agrandie, elle a, comment dire, plus de valence, elle a plus de force, on voit plus de détails, eh bien, parce qu'on peut la retourner, elle est faite en différentes perspectives, dans les images 2, 3, 4, eh bien, on peut considérer qu'elle est plus réelle et l'objet acquiert une réalité, il acquiert une existence qui maintenant, et ça c'était il y a 250 ans, qui maintenant pour nous, cette existence, elle est complètement en nous, elle est bien sûr apprise à travers l'école, à travers la télévision, les publicités, les images, qui réalisent, qui donnent une réalité à toutes ces choses microscopiques que l'on ne peut pas voir. Qu'est-ce que représente la seconde image que j'ai choisie? Alors là, on change complètement d'atmosphère, on change d'époque, c'est pratiquement exactement, on pourrait dire 200 ans après ma première image. On voit d'ailleurs, les techniques sont très différentes. Dans la première image, on avait une gravure, donc ça représente cet ancien monde de la science, les gravures au bois, les gravures sur cuivre. Et là, on a une photographie, et en plus avec une mise en abîme. Cette image, de manière brute comme ça, c'est un personnage qui se trouve dans une espèce, en train de consulter des pages comme ça, qui se trouve dans un fouillis, ce fouillis, dans un chaos. Ce fouillis, c'est un bureau, c'est le bureau où il travaille, et le personnage, ce n'est rien moins que Jean Piaget. Donc, c'est une image, une photographie de Jean Piaget dans son bureau au cours des années 1970. Et ce qu'elle a aussi de très intéressant, c'est qu'il y a un personnage qui est en train de filmer Jean Piaget. Donc, c'est une photographie prise au cours d'un film de Piaget. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle représente? Dans les deux cas, d'ailleurs, pour la première et pour cette seconde image, c'est l'historien qui est intéressé par cette image, parce qu'elle témoigne d'abord d'un mythe, d'une certaine manière, le mythe du bureau de Piaget qui était un véritable chaos, mais là on voit que c'est quand même une réalité.
et une réalité alors que le personnage a écrit des centaines d'articles, des dizaines de livres, il y a quelque chose comme 80 livres, donc il faut un ordre mental extrêmement puissant, et cet ordre mental, cet ordre de l'écriture également, n'est pas du tout reflété, au contraire, il est complètement absent de cette espèce de chaos qui est son désordre propre. Alors, cette image, elle a une valence historique, elle a aussi une valence archéologique, parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance, avec une association, en parlant avec la famille Piaget, avec les archives Jean Piaget, de pouvoir entrer dans le bureau de Piaget et de constater l'état des lieux à l'heure actuelle, en 2015, 2016, 2017, et le bureau de Piaget s'est quand même transformé, mais il y a beaucoup de choses qui sont restées. Donc là, on a fait un peu l'archéologie des différentes couches du bureau de Jean Piaget. Qu'est-ce que j'attends d'une image de science? Donc pour moi, en tant qu'historien, c'est vrai, j'ai travaillé, j'ai fait de la psychologie, j'ai aussi utilisé des images scientifiques telles que des graphiques, mais à l'heure actuelle, dans mon travail d'historien des sciences, j'attends d'une image qu'elle vienne me parler à un niveau, au fond, qu'elle me transmette quelque chose sur, j'aurais envie de dire, les systèmes d'intentionnalité d'un acteur et également une situation. Si je prends le cas des deux images que j'ai sélectionnées, elles sont complètement différentes. Une, c'est vraiment une photographie. Là, on a une mise en scène, parce que c'est une photographie. Dans l'autre cas, on n'a pas une mise en scène aussi développée et pas avec les mêmes outils, parce que le genre de choses qu'elle veut montrer, l'image sur les infusoires, sur les bestioles microscopiques, le genre de choses qu'elle veut montrer, c'est finalement faire croire à une réalité d'objet. Tandis que dans le cas de l'image de Piaget, on est dans l'ordre d'une espèce de témoignage, d'une espèce de mémoire qui va me servir au niveau archéologique. Donc ce que j'attends aussi d'une image scientifique en tant qu'historien, ce n'est pas quelque chose relatif à une vérité, parce que finalement ce que va faire l'historien des sciences, c'est justement d'aller analyser l'image pour trouver quelles sont les rhétoriques de l'image qui sont utilisées. Spécifiquement, le travail que j'effectue est souvent un travail d'analyse cognitive de l'image. Quand on compare la technique de zoomage qui est utilisée pour montrer cette existence des bestioles microscopiques en 1770, 1780, eh bien là, il y a une construction cognitive, il y a une mise en relation entre la vue naturelle et la vue agrandie, et ça suppose des outils cognitifs. Si on montre une image de ce type-là à un enfant, par exemple, un enfant de 5 ans, il y a des chances qu'il ne comprenne absolument pas ce que ça signifie. Et un adulte, pour comprendre cette image, il doit mettre en relation les différentes choses avec les bonnes catégories. C'est une question d'agrandissement, donc c'est spatial, etc. Donc pour moi, je n'ai pas d'attente spécifique sur une image, mais je dirais c'est peut-être ça qu'il faut dire qui est le plus important. Pour moi, une image, c'est une source historique qui a le même statut qu'un texte. C'est-à-dire que je vais l'utiliser pour interpréter, pour contribuer à une interprétation. Une interprétation d'un objet, d'un cas, d'une étude de cas historique. Maintenant, la grande difficulté, c'est lorsque les images n'ont pas de légende ou n'ont aucun référentiel textuel. Si là, il n'y a pas de référentiel textuel, alors c'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile à interpréter. Il faut partir du contexte, il faut reconstruire le contexte pour comprendre et faire une interprétation qui puisse restituer une matière historique, restituer un questionnement historique, restituer une problématique de certains acteurs à une certaine époque déterminée. Là, c'est curieux, mais en fait, moi, je ne suis pas du tout visuel. Pour moi, les images, j'ai mis beaucoup de temps à venir aux images. J'étais très auditif et je suis resté auditif, mais j'applique ce qui se passe dans l'audition, c'est-à-dire la compréhension cognitive d'un objet, l'interprétation historienne. J'applique ça à l'image. Ça marche, mais ce n'est pas mon réflexe. Et du coup,
j'aurais envie de dire la situation sonore impossible, parce qu'en fait c'est là où moi ça m'amène, ça peut être d'ailleurs ça a un équivalent historien, eh bien alors pour moi c'est tout à fait clair, j'aurais voulu entendre Bach, peut-être voir aussi, oui, voir Bach, c'est vrai, Jean-Sébastien Bach en train de jouer de l'orgue, j'aurais voulu entendre Charlie Parker en train de jouer du saxophone dans les boîtes de nuit à New York dans les années 40, et j'aurais voulu entendre aussi Django Reinhardt, voir et entendre Django. Alors là, oui, effectivement, j'aurais voulu voir Django Reinhardt. On peut le voir, il y a certains films aujourd'hui où on peut le voir, mais il apparaît, c'est des films assez mauvais, quoi. Donc c'est des images sonores, ce n'est pas seulement des images combinées.